On oublie souvent que le sport, et tout particulièrement en compétition, demande une grande maîtrise de la gestion des émotions. L'anxiété, le stress, le manque de confiance en soi, une faible motivation, une concentration vacillante ou même la perte de ses moyens face à l'enjeu d'une médaille sont autant d'éléments susceptibles de déstabiliser un athlète pourtant parfaitement préparé sur les plans physiques, techniques et stratégiques. Pour devenir un champion, il faut disposer d'un moral et d'une détermination d'acier. Anaëlle Malherbe est préparatrice mentale à l'INSEP et épaule les athlètes dans l'acquisition, le développement et l'optimisation d'outils mentaux destinés à améliorer leur performance. Elle vous explique les rouages de la préparation mentale. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons le mental de nos champions. Épisode 3, une psy au JO de Pékin. Pour ce second épisode de notre série Le mental de nos champions, sur la préparation mentale évidemment, j'accueille bien sûr à nouveau Anaëlle Malherbe. Donc Anaëlle, bonjour, comment vas-tu ? Bien, et toi ? Très très bien. Alors Anaëlle, tu as eu l'opportunité récemment d'exercer tes talents en Chine, à Pékin, parce que pour rappel, les Jeux Olympiques d'hiver 2022 ont eu lieu. Donc il s'agissait des 24e Jeux Olympiques d'hiver, donc, qui ont eu lieu à Pékin, en Chine, du 4 au 20 février 2022. Et tu as accompagné la délégation française. Exactement. Alors, dans quel contexte tu fais partie de cette délégation ? Il me semble qu'on t'a tout simplement appelé. Oui, j'ai été sollicitée quelques mois avant par le CNO parce que j'intervenais déjà avec un des collectifs qui partait sur les Jeux de Pékin. Et donc là, pour la première fois, ils ont souhaité que 2 psychologues puissent être présents sur l'ensemble de la délégation pour accompagner les athlètes et les staffs. Tu y étais en tant que psychologue, pas forcément en tant que préparatrice mentale. C'est ça, j'y étais en tant que psychologue clinicienne et du coup ça m'est arrivé aussi d'intervenir sur la dimension plus prépa mentale en fonction des besoins, mais la priorité elle était vraiment plus sur l'aspect psy. D'accord, alors est-ce que tu peux faire un petit débriefing ? Qu'est-ce que tu as fait ? À quoi as-tu été confronté ? Il y a eu un certain nombre de situations. La première phase a été plutôt sur la gestion du Covid, dans le sens où les tests étaient assez poussés, on va dire. Donc on avait 2 tests en arrivant à l'aéroport. Et il y a un certain nombre de cas positifs qui sont ressortis, sachant que c'était souvent des personnes qui avaient été par exemple positives en décembre et qui étaient négatives depuis 1 mois. Mais via les tests que eux faisaient, ils allaient trouver plus de résidus. Donc ça a amené beaucoup d'incertitudes, ça a amené aussi du stress pour certains, que ce soit les athlètes, mais j'ai envie de dire même des fois plus le staff. Tout simplement parce que à certains moments, il y avait des personnes qui étaient positives, le lendemain négatives, et puis 24 heures après, de nouveau positives. Donc tous les repères étaient, on va dire, chamboulés. Le staff médical avait peu d'informations et donc du coup quand tu te dis ok, je suis enfermé avec un garde devant ma porte parce que je suis positif, ensuite j'ai le droit de sortir, ça y est, c'est terminé, puis en fait non, de nouveau je suis réenfermé, ça a été pour le coup assez anxiogène et frustrant pour bon nombre. Donc il y a eu une grosse gestion à ce niveau-là. J'ai passé beaucoup de temps avec certains membres aussi du staff médical parce que ça a mis à mal certains protocoles. C'est-à-dire que les protocoles qui ont été mis en place en France étaient assez précis et assez cadrés, mais une fois sur place, les médecins n'avaient pas forcément toujours les résultats médicaux liés au Covid. Et donc c'était le responsable de l'hébergement qui actait si la personne positive ou devenue négative sortait de sa chambre ou pas. Et donc du coup cette phase-là étant non maîtrisée par le staff médical, ça a été assez délicat à gérer. Et donc du coup moi ce que je leur ai préconisé, c'est qu'ils puissent tous se réunir, faire le point sur les informations qu'ils avaient et pouvoir prévenir les personnes qui allaient arriver, parce qu'en fait on n'est pas tous arrivés au même moment, donc les staffs et les athlètes qui allaient arriver par la suite, pour leur expliquer aussi comment ça allait se passer, ce qu'on maîtrisait, et puis aussi la part d'incertitude. Mais à l'origine, le CNO a fait appel à toi, enfin aux 2 psychologues dont tu faisais partie, précisément pour anticiper ces problèmes liés aux restrictions assez, on va dire, rudes en Chine.
ou est-ce que c'était complètement pour autre chose et ça s'est tout simplement ajouté à la somme des tâches que tu as dû accomplir? Alors, c'était en anticipation aussi de cette gestion Covid et le fait de pouvoir justement avoir des intervenants spécialisés sur la dimension psychologique pour tout ce qui était gestion de crise. Donc vraiment la priorité était sur la gestion de crise. Cécilia, travaillant déjà avec certains athlètes, elle a été ciblée pour pouvoir venir. Et puis moi, vu que je travaillais aussi avec certains athlètes, pareil, les staffs ont demandé à ce que je puisse être présente. Et donc ça nous permettait aussi de travailler en continuité avec des collectifs depuis, on va dire, le début de la collaboration jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire le jour des épreuves. Et donc il y a des moments où on pouvait être sur l'optimisation de la performance, mais la priorité c'était vraiment gestion de crise, donc avec cet aspect incertitude et Covid. Et puis on le sait tous, hein, la Chine c'est les premiers qui ont eu le Covid. Ils ont mis en place énormément de process, là ils sont en train de se reconfiner, donc la dynamique et la culture autour de ça étant différente de celle qu'on peut avoir en France, c'était vraiment primordial d'avoir aussi des psychologues sur place. Alors justement, les process que vous avez dû subir, ils étaient de quelle nature? Comment ça se passait le quotidien pour vous là-bas? C'est une bonne question. En fait, on a collecté les informations en amont, c'est-à-dire que moi, pour le coup, j'ai essayé d'avoir un maximum d'infos sur les entraîneurs avec qui j'allais travailler, parce qu'en fait, j'étais sur 2 sites et Cécilia était sur un 3e site. Donc, j'avais toute la fédé sport de glace et le ski alpin. Sport de glace, j'ai eu assez facilement les contacts et donc du coup j'ai contacté responsable de perf et entraîneur pour leur expliquer la démarche. Ça m'a permis aussi d'avoir les contacts de certains collègues psychologues et préparateurs mentaux qui travaillaient déjà avec certains athlètes. Donc du coup, vu que je gère le réseau national, ça m'a permis facilement de rentrer en contact avec eux, leur dire que j'allais être présente, plutôt en relais ou sur la gestion de crise, et s'il y avait besoin, qu'ils pouvaient aussi me passer les infos. Donc ça, au final, ça a été vraiment très pertinent, notamment sur un des collectifs où j'ai pu intervenir, j'ai pu faire le lien aussi avec les collègues qui étaient à distance, qui eux m'ont dit tiens, tel athlète, en fait c'est peut-être bien que tu puisses le voir sur place, et puis préparer aussi leur retour et donc l'accompagnement avec mes 2 collègues une fois que les athlètes rentraient en France. Et une fois sur place, l'idée c'était de faire le point. Pour le coup, moi je faisais plutôt le point avec le médecin parce que j'avais pas de référent CNO sur le village sur lequel j'étais principalement, donc c'était plutôt le médecin qui jouait ce rôle, et un des responsables CNO qui était sur le village de Pékin, savoir éventuellement s'ils avaient les infos de qui était positif, donc ça nous permettait dès leur arrivée de rentrer en contact avec eux et de leur dire voilà, s'il y a besoin, tu peux nous contacter, on peut se faire des entretiens aussi au téléphone pour t'accompagner dans cette démarche. Et pour le coup c'était athlète, staff, mais aussi personnes support. Et puis en étant aussi sur place, moi j'ai beaucoup travaillé avec les collectifs que j'accompagnais, donc pour préparer l'échéance, pour gérer le stress, pour travailler sur la cohésion d'équipe, sur la communication, parce que dans ces situations-là, il y avait aussi plus d'anxiété, la pression était en train de monter, donc comment tu gères ça. Et puis par moment des sollicitations aussi individuelles pour tout type de besoin, que ce soit Covid, mais que ce soit aussi comment me remobiliser pour l'épreuve de demain, sachant que celle d'avant, elle s'est moyennement passée, comment gérer mon stress, etc., etc. Mais c'était au final, tu vois, autant de l'indiv que du collectif, que la gestion aussi des staffs. C'était dur de dire le quotidien parce qu'en fait, d'une journée sur l'autre, il y avait énormément de changements. Il n'y avait pas une journée qui se ressemblait à part cette prise d'infos de OK, qui est arrivé, positif, pas positif, et commencer à mettre en place aussi les process. Mais positif, pas positif, il me semble qu'il y avait des tests tous les jours, c'est ça? Comment ça se passait au quotidien à ce niveau-là? Du coup, tu avais donc ce fameux double test à l'arrivée qui a été très douloureux. Je pense qu'on a été un certain nombre à avoir une petite larme à l'œil avec le test à la fois nasal, mais qui allait quasiment à la moitié de la gorge, et test
au niveau aussi de la gorge. Donc on avait ce résultat-là qui était quand même... j'ai envie de dire le résultat principal, et ensuite tous les jours tu allais faire ton test. Alors c'était différent de Tokyo où on était salivaire. Là ils te mettent un coton et puis ils vont frotter, on va dire, au fond de la gorge. Et donc ça c'était obligatoire à faire tous les jours. Et la particularité, c'est ce que je te disais, c'est qu'il y a des moments où t'en as qui étaient positifs, ensuite négatifs, et puis des fois repositifs. Et ça a été des situations complexes. Tu vois, par exemple, il y a un collectif où il y a une coach qui est restée enfermée quasiment tous les jeux. Donc ça a été complexe pour elle à gérer. Début de compétition. Moi, j'étais sur place parce que je suis aussi allée voir ceux qui étaient sur Pékin. Et pendant la compète, il y a les tests, les résultats qui tombent. Et donc, du coup, le deuxième coach se retrouve positif. Et donc, du coup, il est obligé de partir pour se mettre en confinement. Donc, comment, à un moment donné, tu gères la situation avec des athlètes qui sont en pleine épreuve des Jeux Olympiques, un premier coach absent pour Covid et le deuxième qui du coup pendant la compétition part. Donc tu vois, ça a été quand même des contextes assez particuliers et qui demandent aussi beaucoup d'adaptation et de résilience. Et donc ça veut dire qu'un athlète qui est en pleine compétition, s'il se retrouve positif, il est obligé d'abandonner et puis de rester enfermé, c'est ça ? Exactement. Et donc du coup, tu as dans d'autres pays, par exemple, d'autres nationalités, il y en a certains qui étaient favoris et se sont retrouvés positifs juste avant l'épreuve, des fois la veille. Donc, alors nous, on n'a pas eu à les gérer parce que c'était pas la délégation française. Mais imagine, t'es favori, ça fait 4 ans que tu t'entraînes. Et ton test te dit tout allait bien la dernière semaine, mais là hop, t'es positif, donc tu participes pas. Et puis des fois 48 heures après tu devenais de nouveau négatif, et puis t'avais des personnes qui se retrouvaient qu'à contact d'elles-mêmes, donc c'était encore un autre process, c'est-à-dire que tu devenais négatif mais t'étais qu'à contact de toi-même. Est-ce que il n'y avait pas au sein de la délégation française, ou même toi, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un peu de gens qui à un moment donné ont protesté ou ont craqué face à ce qu'on pourrait appeler une situation avec un peu absurde par moment ? Certains si, pour le coup, ont été vraiment en difficulté. Comme je te disais, il y a aussi certains membres du staff médical qui étaient quand même en première ligne, et c'est délicat quand tu donnes des informations à des personnes qui sont enfermées pour Covid, et puis 2 heures après l'info change, et puis elle rechange encore 3 heures après. Tu vois, sur la gestion aussi de la relation de confiance, pour le coup c'était vraiment, je pense, très touchy, et surtout que à moyen terme, c'est ce que je leur disais, c'est de voir quelles solutions on peut poser pour éviter que ça impacte la relation de confiance suite à une autre problématique. Imagine un athlète qui se blesse, si il y a eu une petite perte de confiance avant parce que les process n'étaient pas clairs, que ça les a mis dans des situations d'anxiété à cause du Covid, et puis là c'est le même médecin qui traite la blessure, c'est pas ok du tout. Donc du coup on a vraiment posé les choses par rapport à ça, parce que cette gestion de crise Covid aurait pu avoir un impact. Et donc heureusement ça n'a pas été le cas et le lien de confiance a été préservé, mais tu vois, c'est des situations qui sont complexes. Et puis il y a certains athlètes qui sont retrouvés enfermés dès le début et qui n'ont pas pu prendre leur repère sur le lieu de la compétition, le lieu de l'entraînement. Et donc du coup je pense à un athlète en particulier qui est sorti, je crois que c'était le soir ou le matin même de l'épreuve. Donc pas d'entraînement, enfermé dans sa chambre depuis plusieurs jours, à pas savoir à quel moment il allait sortir, et puis au moment où il sort de sa chambre, c'est le début des épreuves.
Donc forcément que ça a aussi un impact. Et chacun l'a vécu et géré différemment. Il y en a qui s'en sont bien sortis et qui étaient plutôt résilients et qui ont réussi à prendre les choses, on va dire, step by step. Et puis d'autres pour qui, pour le coup, ça a été extrêmement difficile et ça a généré voilà, beaucoup de stress. Je pense même certains des affects dépressifs. Hein, tu vois, on a aussi vraiment travaillé sur ces aspects-là avec ma collègue. Alors on l'a bien compris, hein, la gestion assez stricte des protocoles anti-Covid en Chine ont été l'essentiel des difficultés que tu as pu rencontrer. Mais au-delà de ça, est-ce que tu as d'autres exemples d'interventions que tu as pu faire qui sont sans rapport avec le Covid ? Oui, j'ai eu, alors indirectement, avec ou sans rapport, je sais pas trop, le travail avec un des collectifs où ils se sont retrouvés, comme je te disais, sans entraîneur ou avec un des membres du staff qui était absent. Et donc du coup... j'ai travaillé avec eux, à la fois avec l'entraîneur qui était présent pour, on va dire, l'aider à extérioriser, à verbaliser, à voir ce sur quoi il pouvait aussi se focaliser, et sur l'intervention individuelle pour gérer le stress, pour réussir à switcher d'une épreuve à l'autre, parce que tu en as certains qui ont enchaîné aussi plusieurs épreuves sur plusieurs jours. Donc comment clôturer ce qui s'est passé la veille, par exemple, que ce soit positif ou que ce soit négatif, pour très vite te reconcentrer sur la nouvelle échéance à venir. Donc ça a été un certain nombre d'interventions, et je l'ai fait avec au moins 2 collectifs différents. Et puis une situation, on va dire, particulière où dans un des collectifs, il y a eu un début de tension assez forte pour des... comment dire ? Enfin, pas forcément, je vais peut-être pas forcément rentrer dans les détails, tu vois, sur les raisons, mais voilà, des petites frictions au niveau du collectif qui ont généré beaucoup de frustration, beaucoup de colère, et donc du coup la cohésion commençait à se dissoudre à ce niveau-là, alors même que c'est primordial d'avoir une bonne cohésion dans ce collectif. Et donc du coup je suis intervenue dans un premier temps sur le travail avec l'ensemble des athlètes et avec le staff, pour poser les représentations, pour que chacun puisse s'exprimer. Et puis dans un deuxième temps, je les ai quasiment tous vus en individuel pour qu'ils puissent vraiment décharger, parce que c'est plutôt des personnes qui sont dans les actes plus que dans les paroles, qui vont agir plutôt que réussir à verbaliser. Donc les voir en individuel, les aider à vraiment extérioriser la frustration, la colère ou la tristesse, et dans un deuxième temps, les aider à voir comment communiquer à certains de leurs partenaires d'entraînement leurs émotions, et aussi leurs besoins et leurs attentes pour trouver des solutions. Et donc ça a été assez intéressant, assez chargé aussi émotionnellement, et ça a permis assez vite que la cohésion revienne, voire soit encore meilleure qu'au début de l'arrivée sur le village, pour aller chercher de la performance derrière. Et puis d'autres situations sur la gestion de blessures, comment à un moment donné réussir à faire avec une blessure. Donc là j'ai travaillé sur des outils comme l'hypnose, la visualisation, la relaxation, et justement rester dans un bon équilibre, à la fois être sur la performance, ne pas basculer dans une grosse blessure qui pourrait être handicapante, et gérer la douleur, gérer les moments d'entraînement, les moments de compétition, avec aussi peut-être cette appréhension que la blessure s'intensifie et au final amène à un abandon sur l'épreuve. Si tu devais retenir quelques moments forts de l'événement, lesquels seraient-ils ? Eh bien, écoute, il y a eu plusieurs moments forts. Je pense que l'arrivée à Pékin a été un premier moment qui était assez intéressant, dans le sens où
On s'est retrouvés dans un aéroport complètement vide avec uniquement les délégations, des bus qui partaient à droite à gauche aux hôtels, aux villages, etc. Et le fait de commencer à prendre ses marques dans un endroit où au début on avait l'impression que c'était quasiment vide. Tu vois, il y avait quasiment personne, on croisait quasiment aucun Chinois dans les environs, et on a compris ensuite que l'État avait proposé que la population qui était autour de certains sites puisse prolonger ses vacances pour éviter éventuellement la propagation du Covid que les personnes étrangères auraient pu ramener. Donc ce premier moment-là était assez ubuesque, j'ai envie de dire, avec des bénévoles à la fois très gentils, hyper souriants, toujours là pour aider et puis répondre à nos questions, et en même temps habillés comme des cosmonautes de haut en bas avec des combinaisons en plastique, et même les poignets étaient scotchés, donc il y avait plus d'air qui passait, tu passais des portiques qui pchitaient l'air derrière toi pour tuer toute bactérie existante. Donc les premiers moments étaient marquant, et l'impression un peu d'arriver sur Mars. Donc ça, je pense que c'est le premier. La cérémonie d'ouverture a été top aussi. C'est la première fois que je faisais cérémonie d'ouverture et cérémonie de fermeture. Et donc du coup, on est tous arrivés en V. C'était l'une des idées d'une des athlètes, il me semble, ou une des filles du CNO, je sais plus. Et donc du coup, le V de victoire et ce moment tous ensemble a été top, et la cérémonie de fermeture, de clôture, a été pour moi encore plus forte, parce que il y avait les épreuves qui étaient terminées. Je sentais un certain apaisement, avec par exemple le bobsleigh avec qui j'ai beaucoup travaillé. Il y avait une bonne cohésion, une bonne ambiance, et c'était vraiment très agréable. Et puis certains qui arrivaient avec leur médaille, je pense à certains patineurs ou certains skieurs, et donc du coup, enfin vraiment formidable de vivre ce moment-là dans un stade mythique avec une super cohésion. Donc ça a été des moments forts, et puis certains moments peut-être plus touchy, sur, comme je te disais, le début avec beaucoup de sollicitations sur la gestion du Covid, et en même temps j'ai énormément apprécié de travailler en binôme avec ma collègue là, avec Cécilia, parce qu'on se partageait beaucoup les infos de ce qui se passait sur nos différents sites, et ça nous a permis aussi d'intervenir de manière efficace, et puis des fois de même se conseiller, tu vois, de se dire bah voilà, j'ai telle situation, je ferais plutôt ça, qu'est-ce que t'en penses. Donc ça a été des moments très riches, et je pense qu'ils peuvent aussi m'apporter par la suite pour les JO à venir. Alors tu l'as dit au début de notre conversation, le CNO a souhaité la présence de 2 psychologues, ce qui n'était pas le cas à Tokyo. Est-ce que pour toi cela pourrait vouloir dire que la psychologie, voire la préparation mentale, prennent plus de place, plus d'importance aujourd'hui dans la préparation du sportif ou dans son accompagnement? Je pense que c'est en effet symboliquement très fort, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu quelques interventions, mais au final c'était principalement avec des équipes de France et pas forcément avec la délégation complète. Et puis je pense qu'il y a aussi un historique qui fait que certaines personnes ont pu rencontrer des intervenants qui ont peut-être eu des postures inadaptées, qui a eu une influence sur la vision de la psychologie et de la préparation mentale. Et donc là, le fait de pouvoir venir à 2 psychologues en présentiel, je trouve que c'est une superbe avancée. À Tokyo, on était principalement à distance, et c'était quand même complexe de gérer avec le décalage horaire des situations de crise, et le fait de pouvoir être présente, de pouvoir travailler avec les responsables de perf, avec les entraîneurs, avec le CNO, avec le médical, avec les athlètes, ça a vraiment été
quelque chose de fort et d'intéressant qui, je pense, permettra de mieux construire la suite de l'accompagnement. Et puis ça nous montre aussi qu'il y a beaucoup de nations qui le font déjà. Ça y est, on commence à se mettre dans la dynamique et c'est vraiment une très bonne chose. Du coup, quelles seraient tes préconisations pour les prochains Jeux ? On a fait un petit compte rendu avec Cécilia et je pense que ça pourrait être intéressant vraiment de partager à plus de personnes ce qu'on a pu mettre en place. Je vois plusieurs choses. Je pense que si on est encore sur la gestion crise Covid, les différents process qu'on a pu mettre en place avec Cécilia seraient intéressants à refaire, j'ai envie de dire, mais avec une meilleure anticipation. Tu vois, vu qu'on a eu la réponse au final quelques semaines avant de partir, on s'est organisé, on va dire, un peu dans l'urgence. Je pense que c'est important de savoir au moins un an avant qui part, quels sont les intervenants, de pouvoir du coup avoir les contacts et prendre contact en fait en amont avec les staffs, avec le CNO et du coup de se présenter aux athlètes pour que à la fois ils soient sensibilisés par les psys de quelles sont les interventions qui peuvent être mises en place, quels sont les rôles et puis poser on va dire un visage sur un prénom. Je pense que c'est vraiment important et ça permettra aussi sur place de pouvoir mieux accompagner les personnes qui seraient dans cette situation de crise. Je pense aussi que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir davantage d'intervenants sur la dimension mentale, éventuellement même un lieu de présence. On en avait parlé, il me semble, la dernière fois sur la maison de la perf qu'on avait cherché à monter aussi avec mes responsables du pôle perf en lien avec le médical, qui serait un lieu d'accueil où tu aurais différents intervenants, la dimension mentale, la dimension physique, diététique, etc., qui travaillent régulièrement avec certaines équipes ou certains athlètes à dispo pour les personnes qui souhaiteraient justement venir avoir certains conseils, éventuellement avoir un rendez-vous pour évacuer certaines tensions, pourquoi pas faire de la sophrologie, tu vois, avoir vraiment voilà, un lieu physique avec des intervenants qu'ils ont l'habitude de côtoyer et qui pourraient apporter différents types d'expertise. Et puis, je pense que ça peut être intéressant aussi d'aller plus loin dans ce que j'avais commencé à mettre en place, dans le fait de pouvoir prendre contact avec les collègues qui intervenaient déjà avec les athlètes, par exemple là tu vois du short track, parce que ça permet aussi des fois d'avoir un peu les infos en amont, de savoir qu'est-ce qui a été mis en place et de travailler en continuité. Moi je pense que quand on est sur les jeux et qu'on travaille avec des athlètes ou on rencontre des athlètes avec qui on n'a pas travaillé avant, c'est important d'être un relais, et donc tu peux pas tout créer ou tout réinventer au dernier moment, mais tu peux faire le lien avec ce qui a été mis en place avant par le psy ou le prep mental de l'athlète, et puis donner certaines infos avec l'accord de l'athlète pour que le psy référent, on va dire, puisse ensuite reprendre la main sur l'accompagnement après les jeux. Donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'important, et puis pourquoi pas être en double suivi à ce moment-là. Donc je verrai au moins ces trois axes-là. Après au final je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être aussi améliorées et mises en place, mais là on a déjà posé des jalons qui sont vraiment je pense intéressants et qui pourraient porter leurs fruits aussi sur des jeux à venir. Alors, comme à Tokyo, à Pékin, il y avait une présence des spectateurs très limitée, voire inexistante, en fonction des compétitions. Donc, du coup, l'ambiance devait être très calme, très silencieuse. Est-ce que ça n'a pas pu être, pour certains athlètes, un élément perturbateur ? Eh ben écoute, pour certains athlètes, je pense que ça l'a été, pour avoir assisté aussi à différentes épreuves, parce que j'ai pu aller sur le site de Pékin. Moi j'étais à Yanqing et j'ai pu tout à la fin faire une journée avec ma collègue à Zangaku. J'ai vu vraiment des ambiances assez différentes. Tu vois, par exemple à Yanqing,
Yanqing, où il y avait le ski alpin, il y avait au final très peu de personnes, mais les personnes étaient plutôt à l'arrivée. Et j'ai pas l'impression que ça a plus dérangé que ça certains athlètes. Par contre, le short track ou le bobsleigh, où il y a souvent une énergie assez forte, je pense que ça a eu un impact. Et tu vois, je me faisais la réflexion justement sur la gestion de l'activation. Donc là, je suis vraiment sur la prep mentale, mais la manière dont les athlètes vont rentrer dans leur bulle avant la compétition. Et par exemple, au bobsleigh, c'est assez viril comme dynamique. Enfin, c'est des athlètes qui sont assez costauds, qui vont, tu vois, se taper fort dans la main ou vraiment être en contact un peu comme au rugby avant de rentrer sur la piste. Et du coup, au final, c'est nous, ensemble du staff, qui aussi avons fait du bruit, certains à taper dans les barrières, vraiment à faire monter, tu vois, le niveau d'activation. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez culturel, je pense, pour eux. Et cette dynamique-là est quelque chose de très positif pour eux. Donc, le fait qu'il y ait moins de personnes sur une échéance aussi importante, pour certains, ça a joué aussi un petit peu sur l'activation, sur l'agressivité, sur la motivation. Et au short track, il y avait un petit peu plus de personnes. C'est une discipline qui est extrêmement suivie en Chine. D'ailleurs, tu vois les résultats, ils sont pour le coup très bons. Puis j'ai même vu des magasins vraiment spécialisés dans le short track. Là, il y avait quelques Chinois qui étaient présents, donc la dynamique était un petit peu plus, on va dire, il y avait un peu plus d'émulation, mais bon, tu sentais que ça pouvait jouer aussi sur l'énergie pour certains athlètes. Et puis d'autres disciplines où, par exemple, sur le patinage, souvent l'environnement autour est plutôt calme, et puis ça permet aussi de rester dans sa bulle. Enfin, donc c'était vraiment très variable. Et je suis passée très rapidement en allant au short track, j'ai vu le hockey. Et pour avoir vu aussi certains matchs, même en France, tu vois, dans des petits entre guillemets, dans des petits clubs, il y a une énergie énorme. Et là, calme, complet. Donc vraiment, c'était impressionnant de voir aussi la différence en fonction des sports et des cultures. Et donc il y en a certains un peu comme certains athlètes que j'avais eu à Tokyo qui étaient mieux en restant dans leur bulle, en étant vraiment centrés sur l'épreuve, sans avoir à gérer le public, peut-être certains proches qui étaient présents, et puis d'autres pour qui, à l'inverse, ça a été aussi un manque. Et donc du coup, on l'a aussi vraiment travaillé en amont pour trouver des solutions, voire nous-mêmes, comme je te disais, en tant que staff, apporter cette énergie-là pour les athlètes qui pouvaient en avoir besoin. Le short track, pour rappel, c'est une course de vitesse sur une petite piste. Hein. C'est effectivement très populaire en Asie. Les Chinois, les Japonais, les Coréens sont très forts au short track. Alors, pour terminer sur une note positive, il me semble savoir que les athlètes ont souvent été assez impressionnés par la qualité des installations qui leur étaient mises à disposition. Est-ce que toi, tu as pu constater ça aussi ? Tout à fait. J'en ai beaucoup discuté avec eux, surtout qu'il y avait des sports que j'accompagne pas forcément en temps normal, donc c'était intéressant d'avoir aussi leur retour. La piste de bobsleigh était vraiment magnifique. Et tu vois, à Yanqing, face au réfectoire, tu voyais la piste éclairée de nuit, et puis même de jour, vraiment superbe. Donc tu pouvais même passer sur les toits pour suivre tout le tracé, on va dire, et se perdre tellement c'était grand. Et c'est l'une des seules pistes qui était vraiment couverte de A à Z, donc vraiment top. Et l'un des seuls endroits où, pour les bobeurs, t'avais une salle d'échauffement chauffée au-dessus. Parce que souvent, ils s'entraînent à l'extérieur. Donc, tu vois, même ces installations-là que les Chinois ont créées pour les Jeux et qui peut-être vont resservir, mais pas forcément beaucoup, ont vraiment fait des trucs incroyables. Pareil sur ce qu'il y avait en termes d'installation pour le ski alpin, où vraiment les athlètes étaient vraiment très contents de ces installations. Et puis les tremplins, vous avez peut-être vu aussi à la télé, étaient incroyables. Enfin, vraiment, ils ont fait des choses incroyables. Et tout en haut, à Zangaku, t'avais un concentré de
d'épreuves et donc du coup de pistes différentes qui ont demandé quand même beaucoup de travail. Et il y en a certains qui disaient que c'était aussi bien que des stations de référence aux États-Unis. Donc vraiment, ils ont été top, et c'est pour le coup dommage qu'il n'y ait pas eu de public, et même que les Chinois n'aient pas pu assister, parce que ça aurait été une énergie encore plus folle. Alors, j'ai une dernière question subsidiaire pour toi. Est-ce que, malgré la difficulté pour se déplacer, les difficultés techniques liées aux restrictions, tu as pu goûter les délicieux jiaozi, les raviolis pékinois? J'ai pensé à toi, parce qu'en effet, j'ai pu les goûter au village. Il y avait une restauration qui était top. Et donc, du coup, il y avait aussi les spécialités chinoises et même asiatiques au sens large. Donc, j'ai pu les goûter. C'était vraiment très bon. Donc, merci du conseil. Eh ben, merci Anaëlle pour toutes ces explications. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Avec plaisir. Ciao. Ciao. Les podcasts de l'INSEP, le mental de nos champions. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud.